La situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne sur le plan économique, qui est le premier plan, mais elle n'est pas bonne sur le plan politique. Sur le plan économique, c'est la première fois qu'une agression aussi sévère est suivie d'un blocus aussi serré. Le blocus, il est double. Il y a le blocus israélien qui est connu, mais il y a le blocus égyptien surtout, qui est dramatique. Le passage par l'Égypte, c'était véritablement la bouffée d'oxygène de la bande de Gaza, avec à la fois l'importation de biens qui permettaient à l'emploi privé de se développer, et puis en même temps le paiement des taxes qui permettait bien à l'administration de Gaza de payer les 40 000 fonctionnaires. C'était pratiquement au centime près ce qui était nécessaire. Donc la situation n'est pas bonne du tout. Actuellement, les populations déplacées à la suite de la guerre, ça a été presque résorbé en ce sens qu'il n'y a plus que 4 écoles où il y a encore des réfugiés qui habitent dans les écoles de l'UNRWA, mais les autres se sont réfugiés dans les familles, c'est-à-dire qu'il y a une surpopulation maintenant, il y a des gens qui vivent à 6 à 8 par pièce, puisque aucun des bâtiments complètement détruits n'a pu être réparé. Il y a quelques petites quantités de ciment qui sont passées pour les bâtiments partiellement détruits, mais globalement la situation est catastrophique sur le plan de l'habitat. Sur le plan économique, sur le plan du chômage, il y a 70% de chômeurs. Il y a maintenant des mendiants dans la rue, ce que je n'avais jamais vu en 15 ans à Gaza. Et l'administration essaye de trouver de l'argent là où elle peut. La Banque mondiale a permis de financer, par exemple, le travail à l'hôpital, les équipes de nettoyage, ceux qui fournissent les repas, par exemple, sont financés maintenant directement par la Banque mondiale. Mais tout ça, c'est des petits moyens. En gros, les infirmiers ont reçu entre 30 et 50% de leur salaire. C'est-à-dire qu'il y a une crise de l'emploi qui est catastrophique. C'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour, car tous les éléments montrent que le blocus persiste. Alors, il persiste d'une manière un peu particulière, en ce sens que les produits qui viennent d'Israël sont assez faciles à obtenir, mais ce sont des produits qui, lorsqu'ils viennent de l'extérieur, eh bien, sont taxés par Israël. Israël prélève 17% de taxes sur tous les produits. Et donc il y a beaucoup de produits qui peuvent entrer, mais les gens n'ont pas les moyens économiques de les acheter. Par ailleurs, ce qui entre aujourd'hui, c'est à peu près 700 camions par jour, ce qui correspond à peine à ce qui suffit aux habitants pour survivre. Autrement dit, le blocus se fait sentir et l'autosubsistance se développe, en particulier l'autosubsistance agricole. Il y a d'énormes efforts qui sont faits pour essayer de produire le maximum de choses localement, ce qui est une vraie performance, compte tenu du fait qu'une bonne partie des terres agricoles eh bien, sont sous le feu des Israéliens, donc ne sont pas utilisables. Mais ils sont autonomes en production de légumes, par exemple, ce qui pour une population de près de 2 millions d'habitants d'un territoire aussi petit est une très bonne performance. Donc on voit à chaque fois que les taux se resserrent qu'il y a de nouveaux moyens, d'une inventivité qui permet de survivre, mais on va vers des émeutes de la faim dans les mois ou au pire dans l'année qui vient, si rien n'est fait. Alors, les organisations de résistance, pour l'instant, déjà, c'est vrai que la bande de Gaza fonctionne comme un État, en ce sens qu'il y a une population qui se soumet à une loi commune, il y a une police qui fait respecter la loi. Autrement dit, ce n'est pas l'anarchie, c'est certainement pas la guerre civile, et on voit mal comment d'ailleurs elle pourrait s'installer, parce que, contrairement peut-être aux frères musulmans égyptiens, le Hamas palestinien a appris à gérer depuis très longtemps. Et ils ont géré cette situation très difficile depuis 2007 seuls, contre Israël et pratiquement contre l'autorité palestinienne. Donc ils ont une qualité d'organisation, moi que je vérifie dans l'administration, dans les hôpitaux, à l'université, qui est absolument remarquable. Il y a un turnover, par exemple, des responsables qui est très clair. Donc il y a beaucoup de compétences. Alors, il y a un consensus au niveau de Gaza pour résister. Et on a vu d'ailleurs qu'à la suite de la guerre de l'été dernier, les sondages ont montré que le Hamas avait pris 20 points dans les intentions de vote si des élections avaient lieu. Du côté du djihad islamique, il y a des discussions qui sont quotidiennes et il y a pratiquement un accord
pour ne pas envoyer de roquettes sur Israël qui à chaque fois produisent des conséquences catastrophiques sur la population. Donc c'est une situation qui est très très calme. Bon, évidemment, Israël intervient régulièrement, tue et assassine encore régulièrement, et on ne peut pas tout empêcher, mais c'est une situation sur le plan interne qui est assez stable. Écoutez, moi je reviens de Gaza, j'y étais il y a 3 semaines. Par exemple, j'ai rencontré Raji Sourani, qui est un président assez charismatique de la Fédération des droits de l'homme palestinien, vice-président de la Fédération internationale. Il m'a raconté son dernier séjour à Paris, où il était reçu au Quai d'Orsay. Il m'a dit que pour la première fois de sa vie, il avait été reçu avec une froideur absolument glaciale, qu'il n'avait absolument pas senti au niveau des fonctionnaires à la moindre chaleur. Habituellement, nous dit-il, eh bien, les fonctionnaires du Quai d'Orsay se plaignent des humiliations dont ils sont victimes de la part des Israéliens. C'est-à-dire qu'ils disent en off ce qu'ils n'osent pas dire en réalité. Là, ça n'a même pas été le cas. Donc la position de la France, il y a malgré tout des tout petits signes. Par exemple, la France a quand même voté l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Ce n'était pas gagné. Et je veux dire, c'était une espèce de coup quand même qui a été fait par Fabius, qui, quelques jours avant le vote, on ne savait pas si la France allait s'abstenir ou voter pour, eh bien, a fait une déclaration au Sénat en disant que de toute façon, c'était dans les intentions électorales, dans le programme électoral du président, et que donc la France voterait pour. Donc, d'une certaine façon, il a roulé dans la farine, notre président. Mais enfin, tout ça est extrêmement limité, et c'est clair qu'appeler aujourd'hui à retourner à la table de négociation n'a aucun sens. Moi, ce que je voudrais leur dire surtout, c'est qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de leur action à la répression dont ils sont l'objet. Ce qu'ils font est parfaitement connu du côté des Palestiniens. Les Palestiniens suivent avec énormément d'attention tout ce qui se passe, chaque fait et geste et chaque manifestation réprimée, ils sont parfaitement au courant. Donc ils savent qu'il y a un fossé qui va grandissant dans nos pays entre l'opinion et les dirigeants politiques. Ils suivent ça avec énormément d'intérêt parce qu'ils pensent que leur avenir politique se joue dans des pays comme le nôtre, parce que le lobby sioniste reste très puissant dans des pays comme la France, et d'ailleurs ils insistent notamment sur la France et sur la puissance de ce lobby en France. Donc ils sont extrêmement attentifs à tout ce que font les militants, et il est très très important de continuer, parce que même une action limitée, grâce aujourd'hui aux nouveaux médias, eh bien, elle est connue tout de suite du monde entier. Donc ils sont très très attentifs, et donc ils nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Moi, je crois qu'on critique parfois avec des larmes de crocodile la division palestinienne. En fait, il n'y a pas de division palestinienne. Il y a une autorité palestinienne d'un côté, il y a les Palestiniens de l'autre. Par contre, au niveau des militants qui sont à l'étranger et qui soutiennent la Palestine, je crois qu'il faut prendre la comparaison des antibiotiques. Une antibiothérapie, elle est efficace si on utilise des médicaments qui ont des moyens d'action différents. Et je crois que le moyen d'action de chacun, à mon sens, doit être respecté. C'est-à-dire que certains restent extrêmement frileux vis-à-vis du droit, et ils ont raison, mais le droit à manifester, ça existe aussi. À partir du moment où une manifestation est interdite, eh bien on va manifester quand même. D'une certaine façon, on enfreint le droit, mais on montre aussi que le droit est un outil de guerre qui est utilisé par ceux qui font la guerre, vous voyez. Donc ça montre toute la relativité du droit. Donc dans tout ça, il faut suivre sa pensée, son envie, son souhait, ce qu'on veut faire, sa décision. Mais je crois qu'il faut éviter justement dans le milieu pro-palestinien les divisions, l'anathème, c'est vrai que dans toutes les associations, il y a des querelles de pouvoir, donc je crois que c'est ça qu'il faut éviter au maximum. Et je crois que ce que fait chacun est important, et notamment le boycott. Et le boycott, vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'il était
n'était pas accepté par beaucoup d'associations. Je crois que maintenant ils sont en train de faire machine arrière et d'accepter le boycott de tous les produits israéliens. Là, moi je suis optimiste parce que la manière dont ce lobby s'exprime aujourd'hui est de plus en plus inaudible. Les discriminations dont sont l'objet certains sont de plus en plus inaudibles. L'absence de débat public. Alors vous allez me dire, un lobby c'est un lobby, c'est-à-dire qu'un lobby ne débat pas, il n'accepte pas la discussion, mais on atteint un niveau absolument incroyable où il n'y a pas, où on choisit sur un plateau de télévision les gens qui vont venir et de façon à permettre seulement au lobby de s'exprimer. Je me souviens de mon ami Jean Bricmont qui s'est retrouvé tout à fait par hasard sur un plateau de télévision important et il avait 5 personnes contre lui. Alors les téléspectateurs ne sont pas des imbéciles, ils sont bien rendus compte de l'inégalité organisée, mais tout ça donc ce sont des petits craquements, ce sont des choses qui montrent qu'on a la possibilité, on aura la possibilité de s'exprimer. Et en tout cas, on a eu un très bel exemple, par exemple, avec le traité constitutionnel il y a quelques années. On a vu que même si la quasi-totalité des médias et des personnages politiques vous disent « allez dans cette direction », le débat peut s'organiser ailleurs et les citoyens aujourd'hui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire en leur âme et conscience.